Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'actualité en pays de Savoie. Nous sommes le lundi 12 avril 2021 et voici tout de suite les titres. Ils ont dû prendre leur mal en patience. Ce matin, les frontaliers ont mis jusqu'à 2h30 de plus que d'habitude pour traverser la frontière. En cause, une mobilisation des taxis et VTC qui protestaient contre l'application d'une directive limitant leur activité dans le canton de Genève. Et puis la vague de froid ne faiblit pas sur nos départements. Arboriculteurs et viticulteurs font un premier bilan des dégâts occasionnés par le gel sur leur récolte. Nous ferons un point dans ce journal. Ils ont occasionné des dizaines de kilomètres de bouchons. Les chauffeurs de taxi et de VTC ont manifesté dès 6h30 ce matin aux abords des 4 principales douanes franco-genevoises. Principal motif de leur mécontentement, un durcissement de leur possibilité de circuler sur le canton de Genève. Une directive limite en effet leur activité à 90 jours par an et les oblige à déclarer 8 jours au préalable les courses effectuées sur le territoire genevois. Les précisions de Jean-Paul Crespi qui était ce matin à la douane de Bardonnay. On regarde. Barrage filtrant et distribution de tracts par de très nombreux taxis et VTC français à la frontière franco-genevoise pour dénoncer le renforcement depuis plusieurs mois des contrôles de leur autorisation à travailler en territoire suisse. Des contrôles renforcés par les autorités helvétiques en vertu d'une règle ancienne mais rarement vérifiée. En effet, une directive européenne de 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles autorise les taxis français à travailler un maximum de 90 jours par an en Suisse, avec obligation de déclarer ces journées au moins 8 jours à l'avance. Il y a moins de monde, il y a moins de circulation. Il est possible que ça augmente le nombre de contrôles, mais c'est surtout que dans le contrôle, il n'y a plus la souplesse qu'on nous avait accordée verbalement il y a 5 ans en arrière. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc aujourd'hui, il est temps de mettre un écrit et d'arrêter cette problématique. Si on ne peut pas travailler plus de 90 jours, à un moment donné, la personne qui aura besoin de nous, on sera dans l'obligation de refuser. Ils n'auront aucun moyen de transport pour se rendre en Suisse, notamment à l'aéroport. Donc c'est un vrai problème pour tous les utilisateurs, qu'ils fassent appel à des taxis ou à des VTC, y compris aussi vers les taxis suisses. Si les autorités genevoises étaient peu regardantes avant 2020, elles ont désormais adopté une attitude plus restrictive. La directive, elle est là, elle existe, et on est soumis à des contrôles. Nous risquons entre 5 000 francs et 55 000 francs suisses d'amende en cas de non-respect de ces dispositions. On n'est pas contre un enregistrement et un encadrement réglementaire de la venue de nos entreprises, mais il faut qu'elle soit adaptée au métier et aux demandes des clients qui veulent se rendre sur le territoire. Les manifestations filtrantes ont largement perturbé le trafic frontalier matinal aux douanes de Bardonnay, Valar, Végifonsnex et Ferney-Voltaire. La Fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie, espérant quant à elle trouver rapidement un accord écrit pour fluidifier leur contrôle à la frontière. Et j'ajoute que la mobilisation s'est poursuivie toute la journée et qu'une délégation de représentants des taxis et des VTC a été reçue par le sous-préfet de Saint-Julien, Jean-Luc Blondel. C'était en fin d'après-midi. Les problématiques ont été identifiées et le sous-préfet s'est engagé à faire le lien avec les autorités helvétiques. C'est ce que nous a indiqué Éric Poligo, secrétaire général en charge de la communication pour la Fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie. Il pourrait y avoir une tolérance dans les zones aéroportuaires, mais des confirmations écrites sont attendues pour rassurer les professionnels. Affaire donc à suivre. Et puis eux aussi étaient mobilisés ce dimanche. Les motards ont exprimé leur mécontentement devant la préfecture d'Annecy, comme vous le voyez sur ces photos de la police nationale et de la Fédération française des motards en colère. Ils protestaient contre la mise en place d'un contrôle technique pour les motos qu'ils jugent inapproprié. L'état technique des 2 roues motorisées est une cause d'accident rare d'après la Fédération des motards en colère. Malgré un vote non à l'Assemblée nationale et au Sénat français, une directive a été votée et préconise une mise en place d'un contrôle technique moto à partir du 1er janvier 2022, une directive européenne, une mesure qui ne fait donc pas l'unanimité auprès des motards.
Dans l'actualité également, les maires de France sont largement favorables au maintien des élections départementales et régionales en juin. C'est le résultat d'une vaste consultation lancée vendredi par le gouvernement. Les édiles avaient donc un week-end seulement pour se prononcer quant à la tenue de ce scrutin. L'exécutif a confirmé pour sa part la semaine dernière qu'il privilégiait, à ce stade en tout cas, le maintien des élections les 13 et 20 juin prochains. Des débats sur cette question doivent se tenir mardi à l'Assemblée et mercredi au Sénat. Les maires ruraux de Haute-Savoie sont en tout cas pour leur part favorables au maintien des élections. On écoute leur président. Depuis vendredi soir, moi, je n'ai pas pu réunir mon bureau. J'ai fait de la consultation téléphonique auprès des membres du bureau de l'Association des maires ruraux. Et le retour que j'ai, c'est qu'on est tous favorables à l'organisation des élections au mois de juin. Alors, il y a aussi des raisons pourquoi on est favorable à cette organisation des élections du mois de juin. D'un autre côté, on nous donne des espoirs. Le gouvernement nous envoie un message d'espoir en disant que mi-mai, on aura l'éventuelle possibilité d'ouverture des terrasses, de rouvrir des commerces. Et après, on met en doute l'organisation des élections en juin. Je tiens quand même à rappeler que quand le gouvernement, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, nous envoyait le protocole sanitaire à appliquer dans les écoles le dimanche soir à 18h, on ne nous pose pas la question si on va arriver à l'appliquer le lundi matin. On l'applique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à organiser les élections au mois de juin cette année. On n'aura pas plus de garanties au mois de septembre parce qu'on aura passé les vacances juillet-août. Normalement, la vaccination commencera et aura fait ses effets pour le mois de juin. Moi, je reste persuadé qu'on fasse les élections en juin ou au mois de septembre. Ce n'est pas pour ça qu'on aura une meilleure participation. Et en plus, ça sera une meilleure chose pour tous les élus parce que le temps que ces périodes d'élections ne sont pas passées, il y a toujours un peu des points d'interrogation. Qui va être candidat parmi nous, pas parmi nous. Donc, des fois, ce n'est peut-être pas les meilleures conditions pour pouvoir travailler. Une floraison précoce avec des températures clémentes au cœur de l'hiver, un gel intense jusqu'à -7 degrés tout au long de la nuit. On peut parler de semaine noire pour les arboriculteurs et viticulteurs savoyards. Les derniers jours ont été éprouvants pour les exploitations. Les prochains le seront aussi avec une nouvelle vague de froid annoncée. Ce lundi après-midi, sur les hauteurs de la Motte-Servolex, syndicats, filières, chambres d'agriculture sont venus constater les dégâts. Fanette de Buisson était sur place. Quand on ouvre, en fait, ça a grillé la future pêche, quoi. Donc tout est noir, c'est plus consommable, quoi. Un constat sans appel, cette parcelle ne produira pas de pêche. Les 2-3 prochaines années avec des arbres fragilisés seront aussi difficiles. Comme en 1965 et en 1991, le gel a tout saisi sur son passage sur cette exploitation de la Motte-Servolex. Déjà il y a 15 jours ça a été limite, mais là c'est descendu très vite, très bas, très longtemps. Donc pour dire, à 8h du matin, il faisait encore -4. Bon bah là c'est gelé à 100%, il n'y a pas de... Mais bon, c'est vrai que derrière on a quand même les poires qui ont beaucoup gelé aussi parce qu'elles étaient en pleine fleur. Et le peu de pommes qui restent, c'est vrai qu'on est inquiet parce que mardi, mercredi, jeudi, ils annoncent encore -1, -2. Des dégâts que les représentants du monde agricole sont venus constater sur le terrain ce lundi. Comme ici, ce sont les 600 hectares de vergers de Savoie et de Haute-Savoie qui sont concernés. 200 de poires, 400 de pommes. Bougies, feux de paille, tours à vent, irrigation. Au fil des années, les vagues de gel étant plus fréquentes, les producteurs, quand ils le pouvaient financièrement, se sont équipés. Ce n'est pas toujours suffisant. Elle a démarré très tôt, puisque donc les premières alertes SMS, on les a reçues vers 20h30 la veille. Et à partir de 11h du soir, ça a dégringolé et on a perdu 7 degrés en 2 heures. Donc il aurait fallu avoir des systèmes d'organisation au sein des entreprises qui permettent de tout allumer en même temps, en fait. Et les premières qui ont été allumées en temps et en heure, elles sont quasi sauvées, ou en tout cas il y a peu de dégâts. Celles qui ont été allumées un peu plus tard au fil de l'heure, elles ont 50% de dégâts. Et les dernières allumées, en général, elles sont grillées déjà complètement, quoi. Des réunions de travail et de démonstration sur ces outils de protection face au gel sont prévues dans les prochains mois. Des réflexions sur les ressources en eau doivent être menées. Les services de l'État ont aussi été sollicités pour activer le fonds de calamité agricole. Ça ne fait qu'indemniser et essayer de couvrir une partie des pertes de ces exploitants. C'est bien minime, mais pour autant c'est important. On essaye aussi de voir au niveau investissement comment accompagner les exploitants
dans les méthodes de lutte. Il faut quand même se dire que voilà, même 2017-2012, les choses étaient moins dramatiques, parce que là on est sur une durée de phénomènes climatiques avec des phénomènes de gel qui se répètent. Encore cette semaine, on a 3 jours à risque, et puis on a encore toute une période là, sur le mois d'avril qui peut être dangereuse. Donc tout ça voilà, nous inquiète. 70 exploitations sont concernées dans les départements savoyards. Elles produisent chaque année 16 000 tonnes de fruits, sans doute beaucoup moins cette année. Autre secteur durement touché, lui aussi cet hiver, cette fois par la crise sanitaire. Il s'agit du tourisme en montagne. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Marc Silva. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous êtes le directeur de France Montagne, l'association qui fédère les professionnels français du tourisme en montagne pour promouvoir les destinations au niveau national et international. On va tout de même parler de choses positives, estivales qui arrivent, mais avant, un mot sur cette saison d'hiver qui s'est achevée, une saison d'hiver difficile. Quel bilan tire France Montagne de cette saison ? Oui, une saison catastrophique pour tous les acteurs de la montagne, puisque sans le ski alpin, ce sont des réservations qui ont chuté à plus de 70% et un chiffre d'affaires qui s'est écroulé à plus de 90%. Donc, voilà, ça montre bien effectivement que notre modèle économique a pour pilier le ski alpin et que sans le ski alpin, notre modèle aujourd'hui ne fonctionne pas. Et pour autant, les gens qui ont choisi la montagne cet hiver, il y en a, sont repartis avec le sourire parce qu'ils ont pu tester ces activités nouvelles qui existent depuis longtemps, mais nouvelles pour eux, parce que ne pouvant pas faire de ski alpin, nos clients étant majoritairement skieurs, mais ils se sont retournés vers ces activités. Et puis, ils ont découvert une facette de la montagne qu'ils ne connaissaient pas. Donc, à nous de fidéliser cette clientèle. On a vu beaucoup aussi de nouveaux pratiquants, des néo-montagnards. Donc, voilà, on en tire les leçons. On voit effectivement une attente aussi des gens de cette montagne grandeur nature, de grands espaces, d'expériences, qui fait du bien. Voilà, donc c'est vraiment aussi à intégrer dans nos futures saisons et notamment la prochaine qui se présente, la saison d'été. Alors justement, votre regard, comme celui de tous les acteurs de la montagne, du tourisme, est désormais tourné vers l'été. Il faut tout miser sur cette saison d'été. C'est vital que l'été soit bon. Ah oui, c'est vital. Donc la montagne a montré une forte résilience. Heureusement, il y a eu le soutien de l'État, le soutien économique auprès des acteurs. Il y a encore des trous dans la raquette, donc espérons que personne ne soit oublié. Et en même temps, nous sommes volontaristes et nous tournons vers cet été qui arrive. L'été dernier a été, avec un déconfinement, je le rappelle, le 10 juin, a été un été exceptionnel en fréquentation pour la montagne. Et voilà, tirons les bonnes leçons de l'été dernier et nous sommes mis sur la même cordée, tous les acteurs de la montagne, avec Atout France, avec tous les massifs, tous les partenaires, et nous allons lancer de façon inédite une campagne nationale pour cet été. Nous avons fait cette première l'été dernier, on recommence, ce n'était pas prévu, et parce que voilà, il n'y a pas le choix, et c'est tous ensemble que nous allons faire la promotion de la montagne été entre mi-mai et mi-juin, avec un spot publicitaire national qui va s'appeler La montagne tout naturellement. Alors en 2020, l'été 2020, la montagne avait été un véritable refuge. Elle avait tiré son épingle du jeu, si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous vous attendez au même engouement cet été, malgré ce confinement-là qui arrive en pleine période aussi de réservation ? Écoutez, aujourd'hui, la montagne coche toutes les cases et toutes les attentes de la société exacerbées par ces contraintes, par la crise que nous traversons, ne font que donnent encore plus envie de montagne. Pourquoi ? Parce que la montagne, avant tout, ce sont des grands espaces. C'est aussi de vivre, de partager des expériences entre amis, en famille, en tribu. C'est cette reconnexion à la nature aujourd'hui dont les gens ont tant besoin.
Et un point également très important, les gens prennent conscience que le bien le plus important aujourd'hui, c'est la santé. Et comme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme le démontre aujourd'hui, avec Atout France, avec France Montagne, ce sont tous les avantages sur la santé liés à l'altitude. Les sportifs de haut niveau l'ont compris depuis longtemps. Et aujourd'hui, je pense que le grand public se rend compte de ces avantages liés au fait de passer du temps en montagne. Alors, nous avons aussi ce côté, l'aspect bouger plus, puisque qui d'autre que la montagne peut proposer autant d'activités? Nous proposons plus de 80 activités que l'on peut pratiquer avec des professionnels ou soi-même. Voilà, la belle montée en puissance du vélo assistance électrique, que ce soit le vélo de route ou le VTT, et puis toutes ces activités de montagne, de haute montagne, d'escalade, d'alpinisme, de tyrolienne, de randonnée. La randonnée maintenant qu'on pratique de façon très diversifiée, c'est la randonnée gourmande, la randonnée en marche nordique, la randonnée en chantant, la randonnée sophrologique. Vous voyez que la montagne n'a de cesse de se réinventer pour proposer beaucoup de choses à la clientèle, mais parce qu'il y a vraiment cette notion de se faire du bien. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que France Montagne communique sur la montagne bien fait pour vous. Et actuellement sur la montagne tout naturellement, et jamais ces slogans n'ont été autant d'actualité qu'en ce moment. Pour terminer très rapidement, un chiffre est publié dans ce baromètre de l'agence Savoie-Mont-Blanc fin mars. 3 Français sur 10 partiront de manière sûre cet été. 5 sur 10 sont encore indécis. Vous gardez l'espoir, Jean-Marc Silva, de convaincre ces indécis en quelques mots? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons fait notre conférence de presse tous ensemble, avec Savoie-Mont-Blanc, avec tous les massifs français, tous. Atout France était avec nous. Pour vraiment rappeler à tout un chacun la pertinence d'aller en montagne. Je crois que c'est très important. Le tourisme en montagne a commencé par l'été. C'est une saison éphémère, mais qui est magique. Et je crois que vraiment, il y a besoin de relancer l'économie de montagne. Et on va démarrer par l'été. On croise les doigts, bien sûr, parce que ça ne dépend pas que de nous. Mais en tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour, avec tous les partenaires. Et on est très, très motivés, on est vraiment mobilisés sur cette saison qui arrive parce qu'on y croit et que cette montagne-là, elle mérite d'être connue par le plus grand nombre parce qu'elle fait du bien à tout le monde. Merci Jean-Marc Silva, merci d'avoir été avec nous sur le plateau et on espère effectivement vous retrouver cet été déconfiné si possible. Puisqu'on parle de vacances, ce sont les vacances de Pâques qui ont débuté ce lundi. Traditionnellement, cette période est propice aux stages dans les clubs de sport, ceux de tennis notamment. Mais cette année, la Covid-19 perturbe la vie des structures. Malheureusement pour les jeunes pratiquants, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne et les règles varient d'un site à l'autre. Sébastien Germain s'est rendu à Cluses et à Cruzeil. Reportage. D'ordinaire, les 6 cours extérieurs du Cluses-Sionzier Tennis Club sont pris d'assaut le vendredi après-midi par les quelques 250 licenciés, qui plus est en veille de vacances scolaires. Depuis, la crise de la Covid-19 et ses restrictions de rassemblement sont passées par là. Seule la pratique du tennis loisir en simple et les cours particuliers avec une limite à 2 élèves, en plus de moniteurs, sont autorisés. Les matchs de double et le padel sont donc interdits. Un coup dur de plus pour le CSTC qui bénéficie pourtant d'infrastructures pratiquement neuves. Ça a été donc terminé en août 2020, donc c'est vraiment neuf. Donc c'est dommage aussi qu'on ne puisse pas en profiter pleinement, mais c'est comme ça. C'est un coup d'arrêt dans notre progression d'adhésion, on va dire, d'adhérents, puisque nous avons repris, on dira depuis le mois de février, quasiment normalement, avec le beau temps, donc avec une montée en puissance des adhérents et des inscriptions. Et conséquence directe de ces contraintes sanitaires, le traditionnel stage des vacances de Pâques n'aura pas lieu et l'heure est au réajustement et à l'adaptabilité. Il n'y a pas de stage de prévu sur les vacances, tout à fait, sur les vacances d'avril. On va accentuer certainement les cours individuels et puis surtout on va engendrer des matchs libres, c'est des matchs de compétition mais non homologués, donc ça on a le droit de le faire. À direction Cruzeil où là, la situation est bien différente. Le TCC et ses cours situés au bord du lac des Dronnières accueillent bon nombre de joueurs ce jour-là, que ce soit en simple ou même en double. Ainsi va la vie des clubs de tennis du département qui doivent jongler entre directives gouvernementales et décisions plus locales. Quand il y a des décisions qui sont prises, le ministère met du temps, ensuite la préfecture met du temps.
Nous, on a de la chance ici, la mairie de Cruseilles a toujours laissé jouer les activités. Ce n'est pas le cas de toutes les mairies. Il y a des mairies qui ont fermé. Il y a des mairies qui ont dit non, nous, on ne veut pas jouer. Nous, à Cruseilles, on peut jouer. Donc on jongle entre le gouvernement qui prend des décisions, le ministère qui sort un décret, les préfectures qui appliquent peut-être de manière encore plus forte et les mairies. Ici, les cours continuent d'être dispensés normalement et la crise du coronavirus a semble-t-il suscité des vocations. Pour preuve, les stages prévus pour les vacances affichent déjà complet. Alors nous, ça s'est fortement ressenti au tennis club de Cruseilles puisque là, avec les stages qui arrivent aux vacances de Pâques, on a une explosion des inscriptions. On a beaucoup d'inscriptions, des enfants qui veulent rejouer, les parents qui veulent remettre les enfants à la pratique. En termes d'adhérents aussi, ça se sent parce qu'on a commencé l'année à 186 adhérents. Et malgré les conditions de confinement, de ne pas pouvoir jouer, on a dépassé déjà les 200 adhérents ici à Cruseilles. On le voit en Haute-Savoie, des disparités existent entre les clubs selon les villes. Une situation qui pose le problème de l'absence d'équité sportive, notamment lors de la reprise des compétitions. Ils nous ont fait vibrer la semaine dernière. Les Bleus du GFA Rumi-Vallière connaissent désormais leur adversaire pour leur quart de finale en Coupe de France. Le Petit Pousset Haut-Savoyard affrontera le Toulouse FC mardi 20 avril à 18h45. Le stade des Grangettes à Rumi, terrain des exploits des Bleus n'étant pas homologué, la rencontre entre le club Haut-Savoyard de National 2 et le Toulouse FC qui évolue en Ligue 2 se déroulera sur la pelouse du Parc des Sports d'Annecy. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et puis une rediffusion de votre émission Panorama, l'occasion de redécouvrir l'école militaire de haute montagne en compagnie d'Emmanuel Jaude. Je vous retrouve pour ma part demain avec plaisir pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée sur notre antenne.